Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format que les équipes de Technobel ont eu le plaisir de vous préparer, Technobel l'émission. Alors Technobel l'émission c'est quoi? C'est un moment de partage avec vous pour vous expliquer l'actualité du centre Technobel, sa communauté, ses projets, mais aussi toutes les technologies que nos explorateurs parcourent chaque jour. Aujourd'hui nous allons parler de la First Lego League, c'est parti! On accueille aujourd'hui Pierre et Sébastien, qui sont tous les deux coachs de deux équipes de la First Lego League. Comment allez-vous? Très bien. Magnifique. Vous avez facilement trouvé l'endroit, vous vous êtes bien installé dans le salon? C'est parfait, c'est confortable. Hein? Oui, très accueillant, donc on est bien installé. Eh bien, parfait. Avant de rentrer dans le vif du sujet et en préparant l'émission, on vous a demandé d'apporter un objet qui vous représente, qui reflète votre personnalité. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors moi j'ai amené un jeu. Donc c'est un jeu de société. C'est pas n'importe quel jeu de société parce que c'est pas du tout mon jeu préféré en fait. Je suis un grand fan de jeux de société. J'ai une collection de près de 1200 jeux à la maison, de tous les formats, de tous les styles. J'aime bien les jeux de stratégie. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il combine plusieurs choses. En fait c'est un jeu sur les parcs nationaux américains. Et j'ai habité pendant 5 ans aux États-Unis. Je suis fan du pays, surtout des panoramas et des voyages en général. Donc ça combine mon amour des jeux de société et celui des voyages et des parcs nationaux américains. On comprend sans doute mieux pourquoi tu amènes des Lego dans ta classe alors maintenant. Oui, tout à fait. J'ai aussi plein de Lego à la maison. On reste tous des grands enfants. Pierre, à ton tour, qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors, j'ai apporté ce petit objet. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Alors, je dirais quelque chose pour les abeilles ou... Exactement. Donc c'est un enfumoir en fait. Je suis devenu passionné d'apiculture par la force des choses, à cause. Quel est le mot exact il faut utiliser? Je n'en sais trop rien. Donc mon fiston m'a demandé quand il avait, 6 ans, il voulait absolument savoir d'où venait le miel, comment on fabriquait le miel. Et on lui a un peu expliqué, puis il a dit moi je veux devenir apiculteur. Le problème c'est qu'il faut faire une formation pour devenir apiculteur. En théorie en Belgique il faut avoir 18 ans pour faire ça parce que c'est un hobby qui peut être éventuellement dangereux si on se fait piquer. Et il a peur de rien, donc il s'est un peu entraîné. Il a téléphoné à une dame qui s'occupe de la Société Royale d'Apiculture de Bruxelles, la SRAB. Et du haut de ses 7 ans, il a expliqué à la petite dame qu'il voulait devenir apiculteur. Elle a cru que ça allait passer à la trappe et qu'il allait venir 1 ou 2 cours et que c'était fini. Sauf que c'était quand même le dimanche matin à 9h30. Un petit peu dur pour le papa. Mais voilà, et il a fait une formation de 2 ans. Fatalement, j'ai fait la formation de 2 ans aussi. Et puis, j'ai eu une première ruche et maintenant, j'en ai 5 de ruches. Ah oui, donc, oui. Voilà. Ça nous rappelle en tout cas la première édition de la First Lego League que nous avons organisée, qui était sur le thème de Animalize. Peut-être tu n'étais pas là à cette époque-là, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu aurais certainement pu apporter toute ta passion dans le concours. Eh bien, on connaît maintenant un petit peu mieux chacun sur un trait de personnalité. Et je vous invite maintenant peut-être à rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une première question. Votre histoire avec Technobel commence avec la First Lego League et justement en tant que coach, nos 2 équipes différentes. Nous, la First Lego League, c'est un petit peu notre bébé tellement elle nous passionne. On adore organiser ça avec l'équipe. Mais vous, en tant que coach, si vous deviez l'expliquer à quelqu'un, quel mot choisiriez-vous? Alors moi, je vais commencer. Donc, pour moi, c'est une grande aventure, une belle aventure. Et c'est une aventure qui est pluridisciplinaire où on doit vraiment... les enfants doivent se dépasser pour arriver à un objectif qui est quand même, je trouve, élevé, pour être satisfait de leur propre expérience, de leur découverte. Ce que je trouve extraordinaire dans la First Lego League, c'est que c'est pas seulement un jeu du robot. Alors c'est clair, c'est ce qui est le plus attrayant pour l'enfant parce que il peut monter un robot, il peut faire fonctionner un robot, il peut jouer à un jeu, marquer des points. Ça, c'est quelque chose qui les excite énormément. Mais je trouve qu'en tant qu'enseignant, ce qui est super intéressant, c'est les autres aspects où ils doivent développer un projet scientifique sous un thème. C'est la partie la plus compliquée pour eux et même pour l'enseignant parce que il faut bien se creuser pour trouver des solutions avec eux.
On développe un esprit d'équipe, ça c'est aussi hyper intéressant. Alors, par force, par les séances qui s'enchaînent, l'esprit d'équipe il se crée comme ça, mais il faut aussi créer des petites activités. Moi, je fais un petit truc à chaque séance. Chacun apporte à tour de rôle un goûter. Comme ça, on a un petit moment convivial où on mange ensemble. Et puis, le fait aussi qu'ils doivent présenter des choses devant un jury, s'entraîner à parler convenablement, créer un petit scénario pour être crédible, pour se préparer à répondre à des questions, parfois des petits pièges. Je trouve ça une aventure qui est globale et énorme. Mais voilà. Je suis très content d'avoir rencontré Anthony un jour. Je sais plus où c'était. Oui, je sais. C'était à l'Eurospace Center. Par là, c'est peut-être pas l'Eurospace Center, c'est juste à côté. Il m'a expliqué ça un jour et j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc? Il faut absolument que je me lance là-dedans. Ça a l'air trop bien. Donc voilà d'où ça vient. Et toi, Sébastien? Ouais, en fait, c'est vraiment le mot découverte parce qu'on est tombé dessus aussi vraiment par hasard. Et c'est rigolo parce que moi, je suis tombé sur Anthony au 7 à Namur. Vraiment par hasard, j'ai vu la table avec la natte de la First Lego League que je ne connaissais pas. Et il m'en a parlé pendant probablement 5-10 minutes et j'étais accroché. Et donc, on a décidé de lancer ça à l'école. Et c'est vrai que c'est un truc tout à fait nouveau pour nous. Et les enfants adorent. Ils adorent juste. Et c'est vrai que le projet d'innovation, ils ont tendance parfois un peu à le bâcler parce qu'ils veulent juste faire les challenges et le robot. Mais c'est pour eux une super expérience. C'est souvent la partie la plus fun du concours. Oui, c'est la partie la plus fun. Et c'est vrai que pour eux, la présentation aussi est très importante parce que c'est une école anglophone. Donc les gamins qui sont anglophones doivent se débrouiller aussi en français pour pouvoir expliquer leur projet, quoi. Oui, on l'entend. Donc, si je résume un peu, c'est une aventure pluridisciplinaire, ludique, parce qu'il y a du Lego, que vous menez en classe. Il y a un aspect compétition, mais ça, on va peut-être y revenir plus tard dans nos discussions. Mais justement, en classe, quel est l'intérêt pédagogique que vous avez trouvé dans la First Lego League? Vous pouvez aborder des matières avec les préparations, avec le concours? Déjà, au niveau de la programmation, puisque ça fait partie maintenant du curriculum qu'on est censé enseigner, donc ils doivent apprendre à programmer. Au niveau de l'ingénierie aussi, il y a vraiment tout un travail entre les engrenages, les bras et tout ça, qu'on ne fait pas toujours en classe parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et ça leur donne des compétences nouvelles et d'essayer de nouvelles choses, quoi. Oui, et je pense aussi aborder des matières plus littéraires en français. Moi, les élèves, ils ont préparé des enquêtes, par exemple. Donc, ils ont dû rédiger l'enquête. Ils ont préparé leurs lettres pour essayer de dégoter des sponsors ou essayer de dégoter du parrainage. Donc, on peut apporter plein d'autres compétences. C'est juste l'imagination de l'enseignant qui doit être mise à contribution pour trouver vers quelle matière ou quelles compétences on pourrait aller, mais on peut. Il y en a plein. L'année passée, moi je l'ai fait par exemple avec une classe de 25, il y avait que 6 élèves dans l'équipe, mais on a travaillé tous ensemble plein d'aspects comme ça avec le groupe classe, ne fût-ce que déjà le projet scientifique, on en a parlé tous ensemble, chacun a donné son idée, chacun est venu présenter, donc on fait de l'expression orale, on fait de l'expression écrite, on cherche. En fait, vous profitez de l'éveil des enfants qui se retrouvent avec des Legos devant eux pour y greffer des matières, si je comprends bien, et bien souvent, j'ose espérer, ça marche. Oui, on n'a pas besoin de les motiver beaucoup, ça c'est sûr. Motivation, elle est intrinsèque. Ils voient les robots, ils voient les Legos et ils ont envie de se lancer, quoi. Sur des thèmes, donc c'est une approche très ludique, sur des thèmes vraiment scolaires, je veux dire, mais aussi en dehors de la classe. J'entends des recherches de sponsors, c'est quelque chose que vous faites tous les deux dans vos équipes, parce qu'il y a quand même des petits budgets, si on veut, des casquettes, des t-shirts, pour sans doute fédérer les équipes autour du projet, c'est toujours intéressant. Et là, le public de vos écoles sont réceptifs à ce genre de message, à ce genre de projet? L'équipe pédagogique de l'école, oui, tout à fait. Nous, on nous soutient à 100%. On a l'avantage de ne pas avoir de problème de budget, donc on ne doit pas chercher de sponsors. Donc oui, on a nos t-shirts, on a les sets de Lego Pie qui sont vraiment bien utiles. Mais donc nous, on utilise ça comme un club, c'est après l'école, c'est une activité d'enrichment, comme ils appellent ça. Donc c'est 1 heure le jeudi, et les enfants peuvent s'inscrire, et il n'y a pas de limite, quoi. Donc c'est pas dans le cadre scolaire typique, donc je pense que la même chose pour Pierre, c'est un club d'après-cours. Un club, ok. Mais d'autres équipes, par contre, elles sont pendant leurs heures de cours. Et là, vous avez peut-être des contacts avec les autres coachs, parce que ça fait quelques années, en tout cas Pierre, Sébastien est un peu plus jeune dans l'aventure, mais il y a aussi cette volonté de partage entre coachs qui est importante. Et
et peut-être enrichissante aussi pour les Oui, élèves. moi j'ai déjà collaboré comme ça avec deux autres écoles où on a essayé d'organiser une rencontre amicale dans les locaux de l'école pour juste déjà s'entraîner, se mesurer à une autre équipe, que les enfants se rendent compte que l'entraînement c'est bien, mais le stress d'un vrai match est quand même plus intéressant. Alors on a l'avantage dans le public qu'il y a beaucoup d'enfants qui font du sport, donc ils sont déjà habitués de s'entraîner et fatalement ils sont habitués de prester à des matchs et ils se rendent compte que l'entraînement c'est bien, mais le match c'est un autre stress et le match engendre un résultat. Donc ouais, c'est bien. Et par rapport au sponsoring, j'y reviens à quelques secondes. Moi, j'ai déjà eu beaucoup d'échos de parents qui trouvaient ça très intéressant de leur demander de faire la démarche d'aller chercher un sponsor parce que l'enfant se rende compte que tout ne tombe pas du ciel en fait. Que si on se bouge pas, ben on peut pas éventuellement avoir un t-shirt et c'est pas les parents qui doivent être derrière. Parce que moi, la politique à l'école, c'est d'essayer que ça ne coûte rien à l'école et que ça ne coûte pas vraiment aux parents non plus. Malgré que certains parents deviennent sponsors de l'équipe, hein, mais ça, c'est eux qui le choisissent, on les oblige pas. C'est aussi un apprentissage. C'est un apprentissage pour la vie, pour plus tard. Voilà. Je voulais revenir aussi sur une autre forme d'apprentissage qui nous tient particulièrement à cœur à Technobel, y compris dans d'autres publics, au niveau de la formation professionnelle. En tout cas, on met un fort accent sur les soft skills, les compétences comportementales, transversales. Ici, au niveau de la First Lego League, ça se traduit plutôt dans l'esprit d'équipe. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une équipe? Vous gérez une classe au quotidien, mais forcément une équipe en compétition, j'imagine que ça se gère un peu différemment. Sébastien, dans ton expérience? C'est super important, c'est sûr, hein, parce qu'on a des élèves qui viennent un peu de toutes les différentes classes. Ce sont des élèves qui ne se connaissent pas particulièrement bien. Et donc, il y a des frictions au moment ou à un autre. Hein. Ils savent qu'ils doivent travailler en équipe, ils savent qu'ils doivent tous s'entraîner au maximum. Mais au moment où il y en a qui ont des idées, qui essayent de les pousser un peu pour qu'elles soient prises. Et c'est intéressant de les voir progresser parce qu'ils savent qu'on va les juger aussi là-dessus. Donc, ils savent qu'ils doivent faire des efforts, ils savent qu'ils doivent s'ouvrir vers les autres et que ça fait partie du jeu, quoi. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de positif en fait dans l'aventure. Ils partagent beaucoup de choses, ils font des concessions de temps en temps parce que je crois que c'est important de se rendre compte aussi que son idée n'est peut-être pas la meilleure. Mais le fait de confronter les idées dans le groupe, de confronter les stratégies au niveau du jeu du robot, ça les fait grandir et on se rend compte, en tout cas moi je me suis rendu compte là depuis 4-5 ans, que le groupe se soude de plus en plus au fur et à mesure de l'aventure parce que on vit des choses ensemble et ils veulent atteindre un objectif et ils sont motivés. Franchement, moi j'ai des élèves qui attendent le jeudi 15h30 pour venir à l'entraînement pour le faire parce que pour atteindre l'objectif d'être présent à la finale francophone en Belgique et puis éventuellement plus loin s'il y a moyen d'y aller. C'est évident. On le sent. Tu joues pour la gagne. Non, la motivation. Non, pour se dépasser, c'est pas pour la gagne, c'est pour. Moi, je trouve que c'est très important qu'un enfant soit satisfait de ce qu'il est fait. Et fatalement, je leur dis, on vient à Ciné, il faut réussir 2-3 missions. Puis s'il y a moyen de réussir beaucoup plus, faites-le parce que c'est vous qui en serez plus satisfait après. Et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est apprendre à l'élève à se dépasser. S'il y a moyen de gagner, s'il y a moyen de se qualifier, c'est la cerise sur le gâteau, c'est évident. Mais il faut apprendre à se dépasser. Je crois dans la vie, c'est important. Et de plus en plus, les gamins à l'heure actuelle, ils se dépassent pas des masses, certains. Donc je trouve qu'il faut les pousser vers l'excellence. On le sait, dans l'ADN de la First Lego League, il y a quand même l'aspect compétition, mais on le traduit différemment. Hein. Il y a ce fameux mélange de mots, ce mot valise coopétition, donc un mélange de collaboration, de coopération et de compétition. Et je pense que dans vos explications, on le ressent vraiment, tout le côté collaboratif dans l'équipe, avec les autres équipes, avec les coachs, et puis forcément l'aspect qui est attendu par les élèves, c'est quand même le concours, le jeu du robot en lui-même, bien que d'autres jurys soient mis en place pour évaluer d'autres aspects de la compétition. Mais justement, le jour J, pour nous organisateurs, c'est un petit moment de stress, hein, parce que forcément, on espère d'abord que toutes les équipes ont survécu aux heures d'entraînement et on les rencontre bien souvent. Il y a un niveau d'excitation qui est là. Là aussi, le jour du concours, Sébastien, je pense que tu n'as connu que le concours à distance de l'an dernier.
accompagner. D'ailleurs, comment tu l'as vécu, cette difficulté en plus à gérer dans la First League? Le problème, c'est de garder les enfants attentifs et sur un écran toute une après-midi, en fait. Donc, ils ont vraiment bien aimé, ils ont adoré, mais c'est vrai que l'expérience n'est pas la même. Et le fait de pouvoir aller en France et de voir les autres équipes et de voir physiquement le jeu du robot des autres, c'était vraiment, vraiment très chouette. Et on espère vraiment cette année qu'on va pouvoir venir à Sydney et que les équipes vont pouvoir voir ce que chacune d'entre elles fait, quoi. Croisons les doigts. Ouais. Moi, je trouve que c'est canaliser un peu l'excitation des enfants, en fait, parce que là, ils arrivent, pour moi, ils sont chauds bouillants. Et parfois, il faut faire attention qu'ils fassent pas de bêtises, parce qu'ils ont envie de courir partout. Mais je pense que ça va. L'avantage, ici, on est sur des enfants de fin de primaire. Je dis pas que si on le ferait... j'ai déjà fait la First Lego League Junior, où là, je trouve ça très bien que ce soit qu'une présentation, parce que s'ils étaient dans une compétition, là, je pense que le stress, ce serait différent, et ils arriveraient peut-être pas à le gérer quand on est en 3-4e primaire. Vers 7, 8, 9 ans, c'est déjà plus compliqué à gérer son stress. Mais je trouve que c'est une excitation positive, et c'est un stress positif qu'ils ont quand ils arrivent. Ils sont boostés, en fait. Ils sont là pour essayer de faire un max, et c'est ça qui est très agréable de voir aussi, de voir ces élèves dans ce genre de situation-là, en fait. Et justement, le jour J, est-ce que c'est deux expériences différentes, une première à distance, Pierre, tu es plutôt habitué sur du présentiel aussi. Est-ce que une anecdote est à retenir de ces expériences sur place ou à distance le jour J? Est-ce qu'il y a eu un bug? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé? Est-ce que... Je me souviens que Pierre, tu avais eu un problème avec ton robot sur place en France. En France, il faisait trop chaud et le robot, le gyro, il était pas très très content. Mais voilà, des anecdotes, j'en ai déjà eu. Moi, j'ai eu une maman un jour qui sentait les élèves, les enfants un peu stressés. Elle a décidé de faire de la sophrologie avec eux, là, en direct, là, dans la pièce. Elle me dit, je peux. Je fais, ouais, franchement, si c'est bénéfique pour l'équipe, vas-y, détends-les à ta manière. Moi, ça me pose pas un problème. Puis de temps en temps, il y a des choses comme ça où ils veulent absolument changer quelque chose dans le programme, on le change, et puis on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça, c'est des petits stress qu'on peut rencontrer, et on essaye de pallier. Alors, ce qui est un bon truc, et c'est un truc pour toutes les équipes, c'est d'avoir un deuxième robot identique avec les mêmes programmes, parce que ça peut sauver la situation quand il y en a un qui est vraiment en train de faire n'importe quoi. À l'entraînement, on allume le deuxième et on voit si avec le deuxième ça peut fonctionner. C'est un petit truc, mais c'est un petit truc qui change la vie quand on a un gros problème. C'est noté. Et toi, Sébastien, quelque chose de particulier Non, pas d'anecdote particulière. Maintenant, c'est sûr qu'avec les conditions en virtuel, comme on avait fait le meeting, c'était très particulier parce qu'on était tous avec nos écouteurs et donc on était tous dans la même pièce, mais c'était quand même très particulier parce que c'était une expérience très, très différente. Moi, je me souviens, et je pense qu'Anthony s'en souvient aussi, nous avons reçu un flyer sans main qui annonçait la visite d'une ministre fictive. Ah oui. Et c'était un moment de stress, vraiment, en se disant, mince, il y a une ministre qui va arriver dans notre événement, et rien n'est prévu pour l'accueillir. Et puis jusqu'au moment où une jeune fille se présente avec un petit déguisement en disant mais c'est moi la ministre, et là, le soulagement total, parce que c'était... Ah non, moi je me souviens. C'était, je trouvais ça très fun en fait. On n'aurait jamais imaginé en préparant ça que ça fasse cet effet-là, parce que nous on s'était dit tiens, on va juste dans notre petite présentation du projet d'innovation avoir des rôles différents, et on avait décidé d'avoir une ministre parce qu'on était sur le thème de l'environnement. Et ce qui était très drôle, c'est que Boris a cru que la ministre allait arriver, et donc c'était le stress immense. Cette année, je vais contacter le ministre de la Mobilité et je vais essayer de voir s'il peut venir en vrai. Peut-être, on verra. On n'y croira pas, mais... Ok, mais maintenant c'est l'heure de la question surprise. Alors, on va commencer avec Sébastien, pas de stress à avoir. J'ai ici dans les mains une petite tablette, je vais te montrer une image et à toi de me dire ce que tu en penses ou toutes les idées qui peuvent venir à toi devant cette image, s'il te plaît. Ouais, je reconnais. Alors peut-être, tu peux expliquer aux spectateurs ce qui est à l'écran? Oui, alors c'est un robot, Lego Spike, et il correspond parfaitement à la base que mes élèves ont utilisée pour faire
tout le concours l'année passée. Donc, il l'avait appelé le Juggernaut. C'est celui qu'on peut trouver sur l'application Spike. Donc, c'est vraiment une bonne base pour pouvoir ajouter tout plein d'attachments autour. Et ouais, voilà, c'est ce qu'ils avaient utilisé, c'était leur Juggernaut. On le sait, à la First Lego League, on peut participer avec différents types de robots, le Lego Mindstorm EV3 ou le Lego Spike Prime. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix, ou l'équipe, je ne sais pas d'ailleurs, a fait le choix de Spike? C'est simplement parce que, vu qu'on vient de commencer, on a cherché le dernier robot en date et le Spike était plus adapté puisqu'on l'utilise également dans les heures de cours pour nos heures de robotique de computing, en fait, de programmation. Donc on utilise déjà Spike. Donc on a juste acheté des sets en plus. Et c'est sur celui-là qu'on a été. Et nos élèves sont encore assez jeunes aussi. Je pense que le Mindstorm est plus adapté pour des élèves un peu plus âgés. Effectivement, on sent que dans Spike, il y a même des pièces d'ailleurs qui n'existaient pas, qui ont été inventées pour faciliter la construction aussi du robot, contrairement au Mindstorm qui est peut-être un peu plus évolué ou un peu plus compliqué ou complexe en tout cas à prendre en main pour les âges. En tout cas, merci pour ta réaction. Et même exercice pour toi, Pierre. Et j'espère que ça va te rappeler de nombreux souvenirs. Alors, voici, je te propose cette photo. Merci. Bah oui, c'est une photo de la compétition à Ciné. Donc moi je trouve que c'est toujours un moment qui est extraordinaire parce qu'en plus vous avez un animateur, un présentateur qui fait ça de main de maître. On le remercie d'ailleurs parce que je suis sûr qu'il va nous regarder. Oui, mais franchement c'est extraordinaire de pouvoir parler comme ça pendant des heures et que ça reste intéressant parce que qui est le plus important, avec un dynamisme énorme. Oui, moi je trouve que c'est un moment de dingue parce que c'est l'aboutissement de quand même plusieurs mois de travail avec les enfants et de pouvoir être le jour J pour pouvoir présenter tout ce qu'ils ont créé, pour pouvoir, avec un petit peu de stress quand même, essayer de réaliser les missions qu'ils ont prévu de réaliser. Donc ouais, non, c'est ce que les enfants attendent de toute façon. Tous pour et le coach aussi parce que c'est agréable de voir l'aboutissement du travail et de se dire qu'on arrive à quelque chose et de voir un petit peu les autres équipes aussi ce qu'ils proposent, de les rencontrer. Alors ce qui est super chouette aussi à Ciné, c'est qu'il y a quand même pas mal d'intervenants qui sont autour de l'événement et ça permet aux enfants parfois de découvrir des choses qu'ils connaissaient pas parce que dans le cadre scolaire on essaie de leur faire découvrir certaines choses mais on n'a pas, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, pas toujours les budgets. On voit des choses qu'on voit plus dans des Fab Labs qu'on voit pas à l'école. Et ça, les élèves apprécient. Et pouvoir aller toucher, aller tester, même pour un adulte, c'est génial, quoi. Donc. Et puis l'aspect public aussi qui est là, il y a quand même les foules se déplacent quand même pour observer le travail des jeunes. Et je trouve toujours aussi passionnant qu'on s'intéresse à tout le travail qui a été réalisé. Ouais. En tout cas, très belle photo. Merci Pierre. Et bien voilà, c'est sur cette séquence émotion que nous nous quittons et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et on ne vous a pas dit, la saison Cargo Connect arrive dans les prochains mois. Rendez-vous en 2022 lors de notre événement Make It.